Ce qui est moins sympa, c'est le narcotrafic dans le pays. La France est-elle en train de se sud-américaniser? C'est la question qu'on se pose. Un adolescent de 15 ans qui est donc mort à Nantes, 2 blessés graves après la fusillade. À Nice, 2 morts, 6 blessés après des coups de feu en pleine journée. Le même jour, dans la région de Lyon, un incendie. À chaque fois, les procureurs de la République expliquent que c'est lié au narcotrafic. Vous qui suivez la politique tous les trois de notre pays, j'aimerais que vous puissiez décrypter, analyser et même nommer la séquence que l'on vit actuellement. Je peux commencer. Honnêtement, il y a malheureusement toute cette situation ne fait qu'empirer. Elle ne date pas d'hier. Nous, on avait parlé de mexicanisation du pays déjà il y a plus de 2 ans. Bruno Retailleau avait repris le terme de mexicanisation. Tout à fait. Et les patrons du renseignement intérieur français disent qu'il y a 2 menaces existentielles pour notre pays qui sont le narcotrafic et l'entrisme islamiste. Donc, le narcotrafic, ça a été vraiment analysé comme une menace existentielle pour notre pays. Pourquoi ? Parce que il y a tout un ensemble de choses qui deviennent relativement irréversibles et qui sont très, très compliquées. Déjà aujourd'hui, si vous regardez le budget, donc le chiffre d'affaires de la drogue dans notre pays, c'est entre 3 et 7 milliards d'euros. C'est en gros le budget de la justice judiciaire. Qui entre dans le PIB, par ailleurs du pays. Qui entre dans le PIB, oui, par convention. Mais c'est une réalité. Tout à fait. Par convention, on prend 1% pour les activités illégales. Donc il y a vraiment ce problème-là des moyens. Il y a aussi en termes juste de nombre de personnes. Il y a à peu près 300 000 personnes dans le pays qui vivent du narcotrafic. Et ça se concrétise dans des logiques géographiques où des territoires qui ont été nommés territoires perdus de la République deviennent des zones en fait, où c'est le narcotrafic qui fait sa loi. Donc, est-ce que la France devient un narco-État ? En fait, on n'y est pas encore, évidemment, mais on en prend clairement le chemin, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Ariane Ferrand, notre pays s'est endormi face à ce monstre. Ce sont des mots très forts d'Amine Kessassi aujourd'hui. Très concrètement, on a dressé le bilan. De quels outils bénéficie aujourd'hui le gouvernement pour lutter activement ? On a dit le tout répressif, ça ne marche pas. Mais on dit également les caisses sont vides pour faire de la prévention. Alors, qu'est-ce qu'on a très concrètement dans les mains pour pouvoir agir ? On a énormément de choses. Dire que le tout répressif ne fonctionne pas, on a tout essayé, c'était comme sur le chômage. C'est évidemment faux. D'ailleurs, sur le chômage, ça avait bien été démontré par la loi Macron et les comptes du chômage avaient finalement baissé. Donc bon. Alors où est-ce qu'on doit mettre le curseur dans le répressif ? Clairement, non, mais le curseur, il est simple. Prenons la question des mineurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les mineurs sont en première ligne, sont recrutés, etc. C'est parce que notre justice des mineurs est particulièrement laxiste, mais en fait, surtout qu'elle ne protège pas ces enfants. Parce que quand vous savez que des jeunes de 13-14 ans, ils peuvent faire en gros ce qu'ils veulent, de toute manière, ils ne seront pas mis en prison. Ils ne seront pas punis. Forcément, ce sont des cibles faciles pour des commanditaires. On ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas vous laisser dire ça. Bien évidemment qu'il existe une justice des mineurs et qu'il se passe quelque chose dans cet arsenal judiciaire qui entoure les mineurs. La césure pénale, par exemple, c'est peut-être ça le pire mécanisme qui a été introduit dans le code pénal des mineurs. C'est le fait qu'on sépare complètement la sanction, la culpabilité, la reconnaissance de culpabilité de la sanction. Ce qui fait qu'on peut avoir des jeunes de 16 ans qui ont 16, 18 chefs et disons, condamnations qui devraient donner de la prison, qui n'ont pas fait un jour de prison. Si vous prenez le contre-exemple parfait, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils font des courtes peines, rapides et effectives. C'est-à-dire que dans les 36 heures, il y a une sanction immédiate, même si ce sont des peines courtes, mais donc aussi éducatives. Il faut arrêter de dire que la sanction est toujours délétère. Donc, elle peut être formatrice. Et en première l'occurrence, peine, première prison. Ça peut être 10 jours de prison, effectivement. Et ça, c'est extrêmement formateur. Encore une fois, les Pays-Bas, la criminalité a baissé de 40% en 20 ans depuis l'instauration de ces mesures de courte peine rapides et effectives. Et le nombre de prisonniers a lui-même été divisé par 4. Néanmoins, certaines études indiquent que la réinsertion est d'autant plus difficile qu'on rentre en prison tôt. Parce qu'on fait des peines longues, encore une fois. C'est quand vous avez des peines courtes, on n'est pas encore sorti de son tissu social. Et en fait, il y a cet aspect formation rapide de dire vous avez fait quelque chose qui est inacceptable pour la société, maintenant on va vous réinsérer ensuite. Ariane Ferrand, très concrètement, est-ce que ça c'est dans les tuyaux du gouvernement, ces peines courtes, rapides,
dès la première infraction? Alors moi, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui a été mis sur la table, et notamment Monsieur Nunez a expliqué qu'il allait peut-être accroître certains moyens d'enquête judiciaire, mais j'ai pas du tout entendu parler d'éléments qui vont dans ce sens-là. Justement, c'est pas du tout sur la table. Il y a énormément de choses qui ne le sont pas ou où on ne va pas au bout. Oui, votre propos, c'est on ne va pas jusqu'au bout de cette lutte. Néanmoins, j'aimerais d'importance. Il y a un couple en France, un duo qu'on ne peut pas séparer. Certes, l'intérieur, la police, mais la justice aussi. Et pour pouvoir rendre justice, et en tout cas tenter de traiter ces dossiers qui sont très tendus, et parfois très compliqués, exclure la justice et l'enveloppe allouée à la justice ne risque pas de présager le meilleur, non? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, très politiquement. C'est clairement une erreur, puisque on sait déjà que la justice aujourd'hui n'est pas assez dotée. On dépense quasiment la moitié de ce que l'Allemagne dépense par habitant dans notre justice. Donc il y a un problème de moyens au niveau de la justice, c'est clair. Toutes les affaires s'accumulent. Les peines ne sont pas exécutées, et la police judiciaire aussi est vraiment le parent pauvre ici. Donc l'enquête n'a pas assez. Mais peut-être pour revenir sur le tout répressif, quand on dit qu'on ne réprime pas réellement, qu'on ne prend pas les politiques nécessaires, la maire de Nantes a beau jeu de dire ça, alors même qu'elle n'installe aucune caméra de vidéosurveillance dans sa ville, enfin en tout cas dans le quartier où il y a eu la fusillade, il n'y en a aucune. Et ça a un impact direct justement sur l'enquête, sur le fait de pouvoir retrouver les auteurs, les prendre en flagrance, faire des comparutions immédiates, etc. Et d'ailleurs, on voit bien le parallèle avec Nice. Où Nice, il y a 4000 caméras qui sont relayées en permanence, un PC de sécurité aidé aussi par l'IA pour détecter et qu'il y a eu des interpellations très vite. Et les interpellations ont été dans les 72 heures. Alors vous parliez à néanmoins, comment est-ce qu'on peut parler d'une même voix quand on a autant de pays dans l'Union européenne et quand on a l'impression qu'on récupère aussi ce narcotrafic qui arrive des États-Unis alors que Donald Trump lui a resserré la vis? Comment on fait? Alors, je ne pense pas, je sens que le bon niveau soit celui européen. C'est quand même un problème assez spécifique de certains pays, malheureusement le nôtre. Enfin, on disait qu'on n'est pas en voie de mexicanisation. Bon, quand même, l'Office international de la criminalité organisée a identifié 9 pays comme étant les plus frappés par la criminalité organisée. Mais sud-américain, pas Mexique, en fait. Parce que mexicanisation, on pense que c'est le Mexique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces 9 pays, il y a les États-Unis, le Mexique, l'Italie, la France, et ensuite des pays africains. Donc, ce qui montre bien qu'on est quand même dans le haut du panier de la criminalité organisée au niveau mondial. Nous, ce qu'on avait proposé au millénaire, c'est qu'il faut en fait une forme une COP du narcotrafic avec une coalition internationale qui vise à lutter à la fois au nord, mais aussi au sud, dans les pays producteurs, sur ces réseaux de trafiquants. Donc, il faut clairement une réponse aussi internationale, une coordination contre ces réseaux tentaculaires. Mais ce n'est pas antinomique de le faire aussi, une fois qu'on l'a fait à la sphère internationale, non, c'est pas de la faire au niveau européen pour pouvoir effectivement discuter ensemble et mettre en place des actions concrètes. C'est pas une priorité pour certains des autres pays. Vous regardez la Pologne, elle n'est pas spécialement touchée. Enfin, voilà, c'est ça un peu le sujet. Ailleurs, on a d'autres exemples. Par exemple, au Québec, où on a eu une légalisation du cannabis. On a la décriminalisation de toutes les drogues depuis 2001 au Portugal. Ce sont des exemples à regarder de près, où il ne se passe pas forcément une explosion de la consommation. Donc, je veux dire, il y a d'autres volets à aborder. Si vous regardez, justement, le problème, c'est que la consommation augmente, et le gros problème en France aujourd'hui... Ça dépend. Au Québec, par exemple, sur les jeunes, elle diminue. Oui, peut-être. En tout cas, au Portugal, ce n'est pas le cas. Dans les autres exemples qu'on a ne vont pas dans ce sens-là, notamment aux États-Unis. Bon, et le problème aujourd'hui qu'on a sur le Portugal, on prédisait une explosion de la consommation, elle n'a pas eu lieu. Oui, mais en tout cas, nous, on a une explosion de la consommation. Je ne pense pas que ce soit en légalisant que ça va aider les choses. Au contraire, comme vous dites, il y a une minorité de consommateurs qui sont effectivement addicts. Eux, ils doivent être traités parce que c'est une maladie psychiatrique, l'addiction, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils doivent être traités médicalement. Mais pour tous les autres, je veux dire, quand on prend sa dose de cocaïne qu'on va l'acheter, en fait, on est complice. Oui, mais c'est des problématiques